Tous les artistes n'ont pas eu le droit de voir leur nom associé à un mouvement ou à un courant artistique. Si l'on parle volontiers d'artistes raphaëlesques ou rembrandtesques, en référence respective à Raphaël d'Urbain et à Rembrandt, on parle beaucoup plus rarement de raphaélisme ou de rembrandtisme. On parle en revanche de caravagisme. Pourquoi ? Et est-ce pertinent ? Comme l'a montré Olivier Bonfait dans un livre important intitulé « Après Caravage, une peinture caravagesque », publié en 2012, la situation du caravagisme est complexe et subtile. Il rappelle que c'est à l'historien de l'art de la fin du XVIIIe siècle, Luigi Lanzi, que l'on doit l'invention des mots caravagesco et caravagista pour qualifier les suiveurs de Caravage. Ces mots sont d'ailleurs fort peu employés par les historiens de l'art avant les études menées par Roberto Longhi durant la deuxième décennie du XXe siècle, reprises et développées par plusieurs grandes expositions. En français, le terme de caravagisme apparaît au début du XXe siècle pour désigner un courant esthétique pictural issu du Caravage, caractérisé par les contrastes de lumière et d'ombre. Sans dissimuler ce qu'il considère comme étant les qualités et les avancées des travaux de Longhi, mais également de Lanzi, Olivier Bonfait défend l'idée que le contexte esthétique du début du XXe siècle, le néo-réalisme italien, le cinéma américain, la diffusion à grande échelle de la photographie en noir et blanc, a joué un rôle considérable dans la fabrication de l'idée que les œuvres du Caravage et de ses suiveurs étaient soi-disant réalistes. Je vous renvoie sur cette notion à l'excursus de notre cours. On pourrait sans doute faire remonter cette contextualisation historiographique à la naissance même de la notion de réalisme, notamment sur la plume de Champfleury et de Thierry Burger, et dans les tableaux de Courbet durant le XIXe siècle. Olivier Bonfait montre surtout les limites d'une histoire de l'art simpliste, inspirée par les méthodes du connoisseurship, qui travaille alors à reconstituer, au début du XXe siècle, le soi-disant mouvement caravagesque sur le modèle d'une arborescence schématique. La règle du listing, dit-il, est certainement utile pour la rigueur logique qu'elle met en œuvre, dénonçant les traditions infondées, incitant à des regroupements cohérents d'œuvres pour constituer une personnalité artistique. Mais la conception statique qu'elle sous-entend nuit parfois à une vision évolutive d'un peintre et d'un individu en constante interaction avec un environnement artistique mouvant. Cette méthode met de côté l'histoire des créateurs et les complexités mouvantes des situations artistiques, sans parler du contexte de l'œuvre. On le comprend, Olivier Bonfait ne rejette pas en bloc la notion de caravagisme, mais il la réserve surtout aux artistes, relativement rares, ayant peint des œuvres mettant le plus clairement en évidence des analogies explicites avec les tableaux romains ou napolitains du Caravage, comme c'est le cas d'Orazio Gentileschi. Et il est essentiel de conserver face aux œuvres un regard précis et minutieux qui fait primer les différences sur les ressemblances. Car comme le dit Bonfait, il s'agit moins de souligner les ressemblances entre des motifs que de montrer les écarts suffisamment nombreux et importants pour signifier une rupture de fait avec la poétique du Caravage. Pour cela, il faut s'interroger sur le parcours individuel des artistes envisagés, mais aussi sur la genèse des tableaux qui leur sont attribués. C'est en faisant cette enquête que l'on peut constater que deux des premiers imitateurs du Caravage, que nous n'avons pas encore cités jusqu'à présent, l'italien Bartolomeo Manfredi d'une part, et l'espagnol José de Ribera d'autre part, ont eux-mêmes été les modèles de nombreux suiveurs qui ont été, à tort, par les historiens de l'art, classés ensuite parmi les soi-disant caravagesques, mais qui sont en réalité, si l'on pouvait utiliser ici des expressions qui n'existent pas, des défenseurs d'une part d'un manfrédisme et de l'autre part d'un ribérisme. Dans un cas, dans des scènes religieuses ou des scènes de la vie quotidienne limitées à quelques figures et coupées à bicorps, et dans un autre cas, dans des tableaux limités là aussi à une ou deux figures, mais traités avec beaucoup plus d'expressivité et un pinceau beaucoup plus vif et visible que chez le Caravage. Il n'existe donc pas, à proprement parler, de mouvement caravagesque
ou de caravagisme dans l'art européen du XVIIe siècle, pour des raisons liées au caractère tout à fait personnel de la manière et des choix plastiques du Caravage, mais aussi parce que ces relectures contemporaines et ultérieures ont été assez variées et différentes pour qu'il soit plus justifié d'y appuyer sur les nombreuses différences plutôt que sur les quelques ressemblances. L'esthétique du Caravage est trop originale pour qu'un grand nombre de ses contemporains l'acceptent et la comprennent. Les critiques et amateurs préférèrent dès lors rendre compte de son art en affadissant sa portée, en le rendant moins exceptionnel afin qu'il puisse accueillir des styles apparemment proches, en transformant une aventure unique dans l'art, et vécue comme telle, en un mouvement s'intégrant dans les schémas de l'histoire de l'art.